merci à tous d'être là ce matin. On a eu un petit problème de connexion à Zoom, donc j'espère que vous avez tous pu vous connecter comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ça marche maintenant. Donc, merci à tous d'être là. Merci d'être là pour ce 7e débat FITRUST Entrepreneur qu'on organise. Merci à Fabien Marzelière et Augustin Jacquelin d'avoir accepté de débattre ce matin et de nous expliquer comment ils associent le développement économique de leur activité avec le déploiement d'une filière d'insertion. Pourquoi un tel débat aujourd'hui? Juste quelques mots pour FITRUST, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes une société de gestion engagée pour l'impact depuis 2003. Avec les grandes entreprises cotées, nous menons des actions d'engagement actionnarial pour faire évoluer leurs pratiques environnementales et sociales. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous investissons au capital d'entreprises sociales innovantes, non cotées, pour financer et accompagner leur développement sur le temps long. Nous sommes une société d'investissement à impact social. Notre thèse d'investissement est centrée sur le capital humain et l'inclusion. Nous sommes entrés au capital de Lemon Tree en 2016 et de Tête Haute en 2022, deux entreprises qui développent un modèle économique avec un fort impact social. Alors, on va se poser la question aujourd'hui, peut-on créer des filières d'insertion dans n'importe quel secteur? Comment faire? Pour quels impacts? 3 ans après le pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique, qui devait permettre d'atteindre 240 000 emplois en 2022, il nous semblait intéressant d'avoir l'avis de deux entrepreneurs qui ont créé ces filières d'insertion. Voilà, je laisse la parole à Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui va animer ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour animer ce débat FITRUST Entrepreneur en tant que journaliste spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Je précise tout de suite aux participants qui nous rejoignent que vous ne pouvez pas parler, c'est normal, vos micros sont coupés, mais vous pouvez réagir sur le chat et on prendra tout à l'heure vers 9h30 vos questions et on les posera à nos deux intervenants. Et je précise aussi que cette séance est filmée, vous avez dû le voir en rentrant dans la salle d'attente, et donc vous pourrez retrouver cette vidéo un petit peu plus tard sur le site de FITRUST. Alors, je raconte parfois cette histoire. Il y a 10 ans, j'étais journaliste économique et j'avais découvert la création de Farinez-vous. C'était la première boulangerie d'insertion. Et je m'étais dit, si toutes les boulangeries de France faisaient de l'insertion, ça créerait beaucoup de passerelles vers l'emploi. Et si le métier de boulanger est un bon support d'insertion, manifestement, beaucoup d'autres métiers peuvent l'être aussi. Alors, ça ouvre des perspectives. Depuis 10 ans, le paysage a bien changé, puisque nous avons aujourd'hui un haut commissaire, Thibaut Guilluy, qui est très actif sur le développement de l'insertion professionnelle. Il a lui-même dirigé longtemps une structure d'insertion. Nous avons des plans locaux, départementaux de développement de l'insertion. Il y a une loi inclusion qui déploie l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée sur de nouveaux territoires en France. Et puis, il y a cet objectif gouvernemental d'accueillir 240 000 personnes en parcours d'insertion par an à partir de 2002. C'était 100 000 de plus qu'en 2018. Sauf qu'en fait, l'objectif n'a pas été atteint puisqu'il y a eu 30 000 emplois d'insertion créés dans les 3 années précédentes, sauf que le cap est quand même fixé. Donc, c'est intéressant de voir la trajectoire. Et effectivement, comme le disait Stéphanie, est-ce qu'on peut créer des parcours d'insertion dans n'importe quel secteur? Comment est-ce qu'on fait? Quel impact ça peut avoir? C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Merci d'être avec nous ce matin. Augustin Jacquelin, il est président cofondateur de Lemon Tree. Bonjour Augustin. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Voilà, donc Lemon Tree est né en 2011, c'est un spécialiste du tri des déchets. Il est conventionné 5 ans plus tard en entreprise d'insertion avec Lemonade et avec l'appui de la Fondation FACE et du Fonds Danone Écosystème, dont vous allez nous en parler. Et puis Fabien Marzelière, il est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous. Donc Fabien, cofondateur et directeur général de Tête Haute. Vous, votre histoire, c'est des passionnés de houblon, c'est la bière comme support d'insertion, c'est une incubation en 2017 aux Écosolis à Nantes, et puis vous avez créé une SAS finalement. Mais vous, Fabien, au départ, vous étiez travailleur social. Racontez-nous, parce que là, je dresse à grands traits, racontez-nous comment est née cette histoire, cette aventure Tête Haute. Alors, Tête Haute, c'est né comment? C'est né, c'est marrant Frédéric, c'est né aussi par la découverte d'une boulangerie d'insertion nantaise. J'avais entendu en 2016, il me semble, une interview radiophonique
d'un entrepreneur qui s'appelait Richard Pontou, qui avait monté ma part du gâteau, boulangerie d'insertion. Et pour moi, ça a été comme un déclic. En effet, ma trajectoire jusqu'ici, c'était travailleur social, plutôt en milieu associatif, CHRS sous protection de l'enfance. Mais avec, je pense, j'ai toujours eu de l'appétence pour l'entrepreneuriat. Et j'ai réalisé ce jour-là qu'on pouvait aller vers l'entrepreneuriat tout en gardant un pied dans le secteur social. Donc pour moi, c'était une révélation. J'ai creusé assez vite le modèle, les différents modèles des structures d'insertion par l'activité économique et ça a été le début de l'aventure. Euh, on s'est mis autour de la table avec mon frère, hein, qui est cofondateur, qui s'appelle Samuel. Donc, vous êtes deux associés, c'est ça? On est à l'origine deux associés, voilà. En 2017, je lui dis, bah, écoute, moi j'ai entendu parler de ce modèle-là. Je sais que toi, dans ton boulot aujourd'hui, tu as trouvé les limites aussi. Lui, il était dans des grands groupes de TP, il ne s'y retrouvait pas forcément en politique RH. Moi, je souhaitais évoluer aussi et aller vers l'entrepreneuriat. Donc, je lui propose de monter un projet autour de ça en lui disant mais qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Parce que si ça doit être une boîte d'insertion, je pense qu'il faut qu'on ait une passion et une vision à transmettre. Et de fait, on était brasseurs amateurs tous les deux depuis, ça faisait déjà 10-15 ans qu'on brassait en amateur, comme tous les brasseurs pros aujourd'hui sont passés par la cuisine et les petites tambouilles dans la cuisine. Donc on s'est dit, ben, en fait, ça pourrait être un super support parce que premièrement, il n'existe pas. Donc ça pourrait être innovant au sein de l'IAE et innovant au sein du secteur brassicole. C'est un petit coup de pied dans la fourmilière parce que ça bougerait un peu les deux secteurs. Et puis c'est un beau challenge pour nous d'y aller. Et Ça veut dire l'idée, qu'aujourd'hui, vous êtes la seule brasserie d'insertion en France, c'est ça? alors, on le dit avec des pincettes, ça, parce il y a une structure, il y a un ESAT dans le nord de la France qui faisait de longue date un petit peu de bière avec ses bénéficiaires, mais on n'est pas du tout sur les mêmes organisations et volumes. Je pense que c'est un atelier, nous, c'est vraiment une structure commerciale à vocation nationale. Ouais. Alors, Donc oui, sauf que on oui, est c'est la ça. seule. Comment ça se passe? Parce que d'avoir la passion de la bière jusqu'à créer une entreprise d'insertion, le chemin, il est pas direct quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre incubation? Quelles sont les décisions stratégiques que vous prenez pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui avec Tête Haute? Ouais, alors le chemin, non, il n'est pas du tout direct. Cependant, le cahier des charges, il était assez franc et clair dès le départ de notre côté. S'il devait y avoir création, c'était sous format d'entreprise d'insertion ou en tout cas de structure de l'insertion, avec un conventionnement dès le départ parce que ça devait faire partie de l'ADN du projet. Aujourd'hui, quand on regarde un peu euh, le, le paysage brassicole français, on est bien doté, il y a des brasseries un petit peu partout, il y a beaucoup de propositions, des belles propositions, il y a plein de belles choses. Donc, en ajouter une énième sans rien derrière, pour nous, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, c'est ça qu'on veut faire et c'est le format qu'on veut. Donc, c'est un impondérant. Et ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident parce qu'il fallait gagner la confiance de l'État hein, à travers la dette qui conventionne les structures de l'insertion et aller chercher un conventionnement avec une activité support un peu iconoclaste, production de bière, qui n'est pas forcément le premier truc auquel on pense pour l'insertion. On s'est dit qu'il fallait bien structurer le projet avant d'aller demander ce conventionnement. Donc, on s'est rapproché d'un acteur connu du Grand Ouest sur l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, les Éco-Solis à Nantes, qui nous ont incubés pendant un an et on a fait grandir le projet, on l'a structuré économiquement d'un point de vue du RH, de sa vision, de comment on l'organisait, etc., comment on allait le financer aussi, parce que nous, on est vraiment des petits porteurs de projets individuels au départ, donc on arrivait avec 3 sous. Hein, donc monter un projet qui était finalement relativement capitalistique à très modeste échelle, mais il fallait quand même apporter un certain degré de financement au départ, donc il y avait un peu d'ingénierie financière à faire aussi. Alors, on parlera des financements un petit peu plus tard. Dites-nous juste rapidement, aujourd'hui, quels sont vos débouchés? À qui vous vendez? Combien de personnes vous êtes chez Tête Haute? Alors, aujourd'hui, on n'est plus deux, fort heureusement. Nous sommes 24. On a eu un accueil ce matin encore, 24 ou 25, je ne sais plus. Donc voilà, au niveau
du RH. On va avoir en gros une répartition 50-50 sur les postes. Donc, on a 8 postes en parcours d'insertion actuellement, 8, 9, ça va varier un petit peu cette année. On va Et monter vos débouchés, vous vendez à qui? et les débouchés, donc le modèle économique, il est essentiellement basé sur le B2B. On va vendre beaucoup en café, hôtel, restaurant, donc 50% en fût. Et puis le reste en bouteille va être distribué à la fois en grande surface spécialisée. Donc on a un partenariat avec Biocoop, voilà, des magasins bio. Et puis on vient de se faire référencer en centrale U aussi. Très bien. Voilà. Et Merci Fabien. avec Augustin Jacquelin. plaisir. Alors, comment est arrivée chez Lemon Tree cette idée de l'insertion? Donc, chez Tête Haute, c'était le point de départ, l'insertion d'abord, et puis on construit un projet autour de ses passions. Chez Lemon Tree, comment ça se passe? Parce que chez vous, l'insertion, je crois, est arrivée 5 ans après la création de l'entreprise. Oui, exactement. Donc, Lemon Tree, ça a été créé en 2011. Au départ, c'est pas un projet de frère, mais un projet de copains. Avec Emmanuel, on est amis d'enfance, hein, de maternelle. Donc, voilà, il y a encore une petite photo de nous en maternelle qui trône dans le bureau. Ça, ça vous donne un peu le décor. À la fin de nos études, on voulait entreprendre quelque chose ensemble. On avait un intérêt très fort pour le sujet environnemental. Puis de proche en proche, on s'est lancé sur le sujet des déchets en identifiant des problèmes majeurs et puis en se disant que l'économie circulaire, c'était un modèle qui nous parlait. On voit qu'aujourd'hui, ça a pris pas mal d'ampleur et c'est tant mieux. Donc au début, Lemon Tree, c'est effectivement plutôt tourné vers le sujet environnemental, avec quand même dès le départ la volonté de pouvoir contribuer à des projets aussi un peu associatifs, parce que les machines qu'on installe permettent aussi de générer des dons pour des projets locaux euh, et associatifs de tout genre. Et puis, plus on progressait, plus on était aussi voilà, en contact avec d'autres structures, on se disait qu'il nous manquait quelque chose, qu'on avait envie d'aller beaucoup plus loin sur la partie impact et que à l'impact environnemental, on avait aussi la possibilité d'ajouter l'impact social. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En plus, nous, on n'y connaissait rien. Donc, on a aussi été s'entourer, chercher des gens qui étaient des professionnels et des spécialistes. Et puis, il s'est effectivement passé quelque chose en 2015 où un de nos clients nous a dit, nous, on a aussi un programme qui peut vous aider à lancer en fait la partie insertion, autant dans l'ingénierie et l'accompagnement, on va dire le montage du programme, que d'un point de vue financier. Donc ce client, c'est Danone, et le fonds Danone Écosystème, finalement, on est rentré dans ce programme qui aujourd'hui a lancé une centaine de projets à travers le monde, hein, avec un fort impact social, et qui continue à nous accompagner. Je le dis, je trouve que c'est d'autant plus à saluer que 6 ans plus tard, ils sont toujours là. Et on a effectivement été chercher dans l'écosystème justement des professionnels de l'inclusion, et c'est là où on a rencontré la fondation Agir contre l'exclusion, donc la FACE. C'est comme ça que ça a démarré, en se disant c'est quand même formidable de réunir une grande fondation, une entreprise du CAC 40 et une start-up pour faire un projet social en commun. Et donc on a lancé Lemonade, en se disant que notre métier en fait était tout à fait propice à avoir des gens en transition, donc qui pouvaient se former, notamment sur la partie logistique. Et on en reparlera après, voilà les métiers en fait qui sont concernés. Mais c'est comme ça que ça a démarré, et c'est comme ça que ça continue. Et aujourd'hui, ça a pris quand même une ampleur un peu différente. Oui, parce que maintenant, vous avez un rayonnement, enfin, vous avez plusieurs implantations, en tous les cas, en France. Donc, on pourra en parler à la fin, effectivement. Mais restons sur les métiers, la logistique, d'accord. Mais concrètement, quels sont les métiers que pratiquent les salariés chez Lemon Tree?
Alors, donc, je vais rappeler quand même brièvement ce que fait Lemon Tree. En fait, on a deux activités. Une activité qu'on appelle en bon français waste management. Donc, on Gestion des propose déchets. de piloter l'intégralité de la gestion des déchets pour des entreprises essentiellement tertiaires. Donc, il faut imaginer des bureaux qui ont toute une typologie de déchets et qui nous les confient. Et derrière ça, on a une activité qui est assez intégrée puisque on installe le matériel, on forme des gens, on collecte, on ramène la matière chez nous, donc la matière qu'on dite recyclable sèche. Quand on dit qu'on pilote tous les déchets, il y en a qu'on collecte en propre et il y en a qu'on collecte avec des partenaires spécialisés. Donc, si on parle des biodéchets, si on parle des déchets dangereux ou ce qu'on appelle les DIB, donc finalement ce qui va être la part résiduelle qui va être incinérée ou enfouie parfois. Chez nous, on bannit ça, mais et il y a une partie qui revient chez nous. Et chez nous, ça veut dire des grands entrepôts où on va contrôler la matière, on va la trier, on va la conditionner. Donc, si je résume sur cette partie, on a des activités logistiques qui sont celles de chauffeurs-collecteurs. Donc, et c'est une grosse partie de nos postes d'insertion. Donc, c'est des personnes qui sont autonomes dans un camion qui se rendent sur les différents sites clients. Donc, on a près de 900 clients chez Lemon Tree, donc ça fait quand même pas mal de monde à aller collecter. Et une fois que cette matière revient, il y a tout le travail en entrepôt. Ce travail en entrepôt qui rentre dans une catégorie, on va dire, on va travailler avec des engins, donc type cariste, magasinier, et ça, c'est donc des postes qui derrière ont des débouchés importantes. Et c'est une autre typologie de métier. Il y a une troisième typologie de métier qui sont plutôt des agents de tri. Donc là, c'est contrôler la matière, savoir la trier avant qu'elle passe au conditionnement, où là, on travaille plus sur des machines. Donc, il faut imaginer des Fenwick, des grosses presses, des broyeurs. Donc ça aussi, ça acculture à ces sujets un peu mécaniques, de pouvoir travailler sur des outils industriels. Et pareil, ça, c'est important. C'est important parce que c'est des métiers qu'ils vont pouvoir pratiquer dans d'autres entreprises une fois qu'ils quitteront Lemon Tree, c'est ça? Exactement. Et pour vous faire un panel complet, puisque c'est un peu aussi des suites de parcours chez nous, je dis qu'on avait deux branches d'activité. La deuxième branche, c'est vraiment les machines. On installe des automates de collecte, beaucoup pour les emballages, qu'ils soient pour recyclage ou pour réemploi, un peu dans l'esprit de la consigne. On en parle pas mal en ce moment, hein. Vous voyez, vous rendez Bravo, vos vous étiez bouteilles et précurseur. ça fait 12 ans que je pousse pour ce sujet. Je ne suis pas mécontent que ça avance. Et là, ça veut dire qu'il y a des métiers aussi assez techniques, c'est-à-dire qu'on a des agents de maintenance, des techniciens, donc, qui aujourd'hui ne sont pas directement concernés par les postes en insertion, mais qui en fait sont aussi des débouchés naturels pour des personnes qui ont développé un peu une appétence pour ces sujets techniques, qui ont commencé à faire de la maintenance de niveau 1 sur des machines et qui peuvent demain aller plus loin. Donc, vous voyez, il y a cette partie collecte, il y a cette partie en entrepôt et il y a cette partie plutôt technique autour des machines. Petite question sur les chauffeurs dont vous parliez tout à l'heure, le premier métier que vous avez cité. Vous aidez les employés à passer le permis de conduire ou il faut qu'ils aient déjà le permis pour venir travailler chez vous? Alors, c'est une ambition qu'on avait au départ, hein. Nos premières slides, elles ratissaient très large, on savait faire plein de trucs. Et en fait, on n'aide pas à faire passer le permis. C'est long, c'est complexe. Et c'est vrai que forcément, on a aussi des obligations en termes d'opération et que les personnes puissent quand même être opérationnelles rapidement. Non, mais c'est En intéressant revanche, oui. voilà, donc il y a des structures qui le font, qui le proposent, qui ne sont pas forcément des structures d'insertion, hein, des associations. Et c'est vrai que c'est un frein à l'emploi majeur. Et à l'inverse, c'est un atout très fort pour derrière retrouver un emploi pérenne. Donc c'est vrai que nous, on se positionne quand même sur ces métiers-là un peu en
bout de chaîne de l'insertion. D'ailleurs, on parle plutôt de transition, on est un peu un tremplin Oui, vers c'est un sas intéressant parce que final. vous n'aimez plus parler d'insertion, vous préférez parler de salariés en transition, hein, c'est ça? Ouais, on pourra peut-être se reparler un peu plus de la partie vocabulaire, mais c'est vrai que, et d'ailleurs, j'étais attentif à la présentation initiale de Stéphanie, elle ne parlait pas d'insertion, elle parlait d'inclusion. Et c'est Mhm. pareil, nous on parle maintenant davantage d'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a une action proactive de la structure pour inclure les personnes qu'elle accueille, et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas des personnes qui doivent s'insérer dans un dispositif existant, c'est-à-dire que c'est un peu plus proactif de la part de la structure de parler d'inclusion. Et pareil, sur le sujet de la transition, je reviendrai sur ce programme de Sève Emploi qu'on a suivi, mais Non, mais parlons-en qui nous a maintenant, pas Augustin, mal, oui. Oui, oui. voilà, qui nous a pas mal fait progresser, à la fois, on va dire, dans tout ce qui est… c'est pas qu'une histoire de vocabulaire, c'est une histoire de représentation, en fait, pour les personnes qui viennent. Donc, j'ai parlé de cette différence entre insertion et inclusion. C'est vrai que ça donne une image et qui est justifiée, hein, qui est plus proactive. Et puis, ces sujets de transition, en fait, c'est vrai que toutes les personnes qui viennent chez nous, elles ont un avant, elles ont, pour la grande majorité, travaillé ailleurs. Donc, certes, il y a des parcours de vie un peu hachés, des freins sociaux, professionnels qui font que c'est pas un parcours linéaire. Néanmoins, voilà, là, l'idée, c'est d'être une dernière étape vers l'emploi durable et du coup de finaliser un peu un process qui a démarré avant nous. Et d'ailleurs, comme nous, on est entreprise d'insertion, il y a d'autres structures de l'IAE qui peuvent former aussi des personnes qui derrière arriveront chez nous. Donc, l'insertion par l'activité économique. Oui, il y a Oui, différents, pardon, je ne sais oui, pas trop il y a, jargonner, mais il y a différents dans, modèles d'entreprise, oui. Et des voilà, c'est associations et très des vaste chantiers l'insertion par d'insertion, l'activité oui. économique. Donc l'insertion, finalement, aujourd'hui, c'est un terme qui est assez, qui est un terme officiel, j'ai envie de dire un terme quasi bureaucratique. Derrière, sur le terrain, on essaye de donner un peu de relief à ces mots pour mieux refléter à la fois la réalité des choses et puis voilà, et éviter aussi de stigmatiser, de rentrer. Mhm. Voilà, ces termes, ils sont parfois aussi un peu associés à des choses qui ne sont pas positives. Et concernant vos effectifs, Augustin, vous avez combien de salariés et combien d'encadrants? Donc, on a 35 personnes qui sont officiellement en contrat d'insertion. Et donc, sur nos antennes, sur l'antenne pantinoise, on va avoir 5 encadrants. Donc, ça veut dire 4 ETI. Donc, c'est des encadrants techniques d'insertion. Donc, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui ont des petites équipes et qui font qu'au jour le jour, ça se passe bien. Et puis après, on a ce qu'on appelle des CIP, donc des chargés d'insertion professionnelle. Et là, c'est plutôt en dehors de la partie travail, en fait, du temps dédié à l'accompagnement, à la levée des freins à l'emploi, donc qui vont travailler sur les personnes, leur situation. Ça peut être des sujets de santé, des sujets de logement, des sujets de papier, des sujets de langue, des sujets de plein de choses. Donc voilà, on a 5 encadrants à Pantin et 2,5 à Marseille, où là, on a 2 encadrants techniques d'insertion et un CIP à mi-temps. Et en 7 ans, vous avez formé combien de salariés? Si on prend 6 ans, donc mi-2016, et encore ça a démarré même plutôt début 2017, le temps de tout créer. Et puis là, fin 2022, c'est 137 personnes qui sont passées par le dispositif. Donc, Joli. et ça s'accélère. Et ça C'est sûr que c'est s'accélère. une belle, voilà, ça commence à Excellent. faire Merci, beaucoup. Augustin.